Bonjour et bienvenue à la table de Toulouse et vous, un nouveau numéro que vous retrouvez sur YouTube, également sur les ondes de radio Occitanie. On est ensemble pendant 1 heure, on va parler culture, politique, sortie. Cédric, ça va? Voilà, cuisine, tricot, culture avec nos camarades de regard, la douce Mina, notre rayon de soleil qui va venir nous rejoindre. On va parler sortie donc avec Léo et Pinkin. Et tu vas nous donner tes meilleurs coins à champignons, voilà. bien évidemment. Ah non, désolé, en mariage, on ne donne pas les coins à champignons. Voilà. On les prête. J'ai peur, vu les idées qui montent, qu'il y ait d'autres choses qui soient balancées. Mais bon, la collaboration, ouais, mais ça va pas jusqu'aux champignons. Exactement. Là, on est en direct depuis la Recbox de Montrabé. On vous propose un voyage très exotique qui va nous amener très loin, jusqu'à l'Union. Parce qu'il nous a fait le plaisir. Parce que l'Union fait la force. Exactement, d'avoir présenté sa candidature aux prochaines élections municipales sur le plateau de Fos-le-Dire. Tout de suite, dans Toulouse et vous. Donc, je le disais, Nicolas Coste est avec nous. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Cédric. Bonjour. Donc, vous vous êtes présenté il y a peu pour être candidat à la mairie de l'Union. Exactement. Pourquoi ? Voilà, c'est ce que... Pourquoi elle est pas bien, la mairie de l'Union ? Alors ? Écoutez, la mairie de l'Union, si elle était si bien que ça, je me serais même pas posé la question de me présenter. Je pense que l'Union a besoin de renouveau. Là, on est sur 2 mandats d'une municipalité LFI et qui s'en cache, clairement. Je trouve que c'est dommage de s'en cacher. Quand on fait de la politique, c'est pour avoir c'est pour des convictions, pour défendre des convictions. Pour des raisons électorales, cacher son appartenance politique, je trouve que c'est un petit peu moyen. Est-ce que ça a vraiment son importance, l'appartenance politique ? Quand on est sur un scrutin, entre guillemets, dit national, c'est vrai que les gens ont tendance à se raccrocher à une couleur politique, en règle générale. Sur les municipales, Toulouse en a une grande preuve, vu que Toulouse est une ville qui a tendance à être foncièrement à gauche, sauf pour les municipales où, en règle générale, elle vote à droite. Donc, est-ce que l'étiquette a vraiment une importance tant que ça au niveau municipal ? Alors, au niveau municipal, on pourrait se dire, oui, l'étiquette, on peut mettre de côté. Le problème, c'est quand on est dans de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on n'écoute absolument personne d'autre que son petit cercle et que sa base électorale. Là, ça me gêne. Effectivement, dans ma démarche de candidature, elle est excessivement simple. C'est un rassemblement le plus large possible et le plus représentatif de ce qu'est l'Union. L'Union, c'est une ville périphérique qui a besoin de transport, qui a besoin de sécurité, qui a besoin... Voilà, tout ça. Pour vous donner un exemple, quand on est sur l'Union, qu'on a des cambriolages qui explosent comme un petit peu partout dans la métropole, le maire qui fait une réunion et qui vous dit « Ah non, on va pas mettre de caméra, on n'en a jamais voulu, pendant 10 ans on a eu un conseil municipal, ça, les caméras c'est un problème pour les libertés individuelles, c'est le fameux Big Brother ». Et là, les cambriolages augmentent et la municipalité, pas parce qu'ils sont persuadés de l'efficacité de la vidéosurveillance, vidéoprotection. C'est plus intéressant la vidéoprotection que la vidéosurveillance. Ça fait moins sécuritaire. C'est plus joli, ça passe mieux. Mais se faire cambrioler, c'est pas très sécuritaire non plus, parce que à force que la police, que la justice surtout ne fasse rien et que des élus ne fassent rien non plus. Je regarde quelques documentaires en ce moment, M6 qui fait de très bonnes zones interdites en ce moment. C'est assez, ça peut finir au drame. Après, je pense pas que les caméras de surveillance soient une c'est pas solution. C'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha et l'oméga. Ils s'en foutent. Maintenant, ils se cachent même plus. Hein. Avant, on mettait des cagoules. Maintenant, ils en ont rien à foutre. Trois quarts, ils savent qu'ils vont se faire arrêter et libérer 48 heures après. Le problème de la vidéoprotection et des caméras, c'est ce qu'on en fait. Vous pouvez mettre des caméras, s'il n'y a personne derrière pour regarder ce qui se passe, vous allez avoir un train de retard. Si vous mettez quelqu'un derrière la caméra en train de regarder ce qui se passe, là... Oui, là, déjà, on peut dire il se passe quelque chose, on peut réagir automatiquement. Oui, mais il faut savoir, la politique, c'est faire des choix. Clairement. Là, aujourd'hui, la municipalité nous dit « Ah, je fais un plan caméra, je vais mettre 100 000 euros de caméra, ça en fait 5-6 à peu près. Des caméras, surtout l'Union, je sais pas ce que ça va faire, mais bon, c'est un début. Je vais pas taper
sur quelque chose que je demande depuis près de 10 ans. J'étais en conseil municipal, j'ai été adjoint de Marc Perret à la sécurité, je suis parti, je sais pourquoi, clairement. Cette position-là, je l'avais en 2015 en disant, il faut, avec la gendarmerie, il faut faire en sorte que l'Union puisse avoir un réseau de caméras qui permet, attention, parce que on vous parle de la sécurité des caméras, mais ça permet aussi de voir le trafic, de voir où il peut y avoir des points noirs, des situations où il peut y avoir des améliorations. C'est pas que du sécuritaire, la caméra. Ça peut être aussi dévié sur une volonté d'amélioration du trafic, sachant que l'Union étant en bout à l'entrée de Toulouse, eh bien, si vous allez tous les matins à l'Union, je peux vous assurer que vous allez être bloqué pendant un moment. On vous apprend la patience. On va préciser, c'est vachement important qu'il y ait des gens qui regardent derrière les caméras. D'ailleurs, on tient à saluer la régie technique de la Regbox, sans qui nous ne serions pas là, on ne nous verrait pas. Voilà. Après, merci les petits, on vous aime. Après, c'est vrai que bon, tous ces cambriolages, tout ça, c'est un fléau national, international. Même, j'ai l'impression que la violence, de toute manière, dans son ensemble, et d'où qu'elle vienne, vraiment d'où qu'elle vienne, même dans les mots. Certains élus, c'est généralisé. Bon après sur les étiquettes politiques, moi je regarde beaucoup de documentaires. J'ai des villes que je connais, Grenoble, Bordeaux. C'est devenu un petit peu la cata parce que des fois il y a des maires celui de Grenoble, Éric Piolle, pour le citer. J'aime pas les gens qui disent pour pas le citer, ça m'énerve. Pour le citer, alors j'en veux pas. Il a une idéologie qui est claire. Tu es en train de chambrer Piolle? On désarme les policiers municipaux. C'est sa politique. Il a été élu pour ça. Très mal élu, mais bon, ça même le président de la République a été très mal élu, mais il a été élu. On désarme, on enlève les caméras de surveillance, on fait des pistes cyclables où les voitures peuvent pas rentrer, même pas les voitures de police. Et ce qui fait qu'en fait, il y a des dealers en plein centre-ville qui ont le temps de se barrer parce qu'ils voient la police arriver. Et après, ça finit en balle perdu, comme le disait aussi Monsieur Piolle, pour ce monsieur qui a été assassiné. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est des petits cas pour le coup. Il n'y en a pas tous les jours non plus, mais c'est vrai qu'on le remarque dans beaucoup de villes. Mais après, on prend Nice, qui est de droite, et ça s'aggrave aussi. Donc, j'ai l'impression que peu importe, de toute manière, le problème, il n'est pas là. Il faut tenir compte aussi d'un truc, c'est qu'on est sur un scrutin municipal qui est très spécial, ça faut le préciser. Étant donné que Emmanuel Macron a décidé, avant le confinement, de maintenir le second tour, c'est un truc qui donne des aberrations politiques. Alors, certes, je vais pas le cacher, le maire dont je vais citer, ce n'est vraiment pas mes idées, c'est des idées que je combats. Mais on prend par exemple le score qu'a fait Robert Ménard à Béziers. Ça donne un truc qui, moi, me paraît antidémocratique complet. Et je ne dis pas ça parce que Ménard est d'extrême droite. Ça serait n'importe quelle étiquette politique, ça serait la même. C'est que le mec a quasi une majorité absolue. Il y a quasiment pas d'opposition. Et quelle que soit la couleur politique du maire, moi, il me paraît important qu'il y ait une majorité et voire des oppositions, histoire que tous les points de vue de tous les citoyens soient représentés. Oui, mais par exemple, vous voyez, vous parlez d'opposition sur l'Union. Pourquoi je me présente deuxième, forcément contre la majorité. Sinon, clairement, je serai avec eux. Et là, aujourd'hui, la représentation de l'opposition, effectivement, sur 33 élus, l'opposition représente 4 élus. Compliqué de faire quelque chose. Cependant, même si vous êtes 4, je pense qu'ils ont des gens derrière eux. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait, mis à part dire en conseil municipal, ça c'est pas bien, on va s'abstenir, on va voter contre. Mis à part ça, pour les unionnais, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui a été fait par l'opposition? Cette opposition, ça fait 10 ans qu'ils y sont. Ils ont fait quoi pour les unionnais? Rien. Ce que vous dites, c'est amusant parce qu'on retrouve, et c'est pour ça que je voulais vous inviter, ce qui se passe à l'Union dans d'autres villes petites, moyennes et villages. On retrouve ce que vous dites, je l'ai entendu pour le national aussi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi beaucoup de politiques se battent. S'ils se battent pour les gens, pour le peuple, ce qu'ils doivent faire, ou s'ils se battent pour leur carrière. Moi, quand j'ai vu les socialistes rejoindre la LFI, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce qui m'écoeure, c'est que qu'on aime ou pas la LFI, c'est qu'ils les ont lâchés de suite après. Parce qu'ils avaient besoin de quoi? Pas d'opinion, ils n'ont pas de colonne, certains. Non, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont besoin juste de se dire, moi, c'est mon boulot. La politique, être député, j'ai 6 000 € par mois minimum.
j'ai besoin de garder ça. François Bayrou, là nous enregistrons, nous sommes le 14 janvier. Aujourd'hui, il va annoncer son budget. Donc là, il est déjà annoncé. On en fera sûrement une émission spéciale avec de nombreux élus. Je viens de décider ça maintenant. Si jamais, voilà, désolé. Mais après, nous envahirons la Pologne. Nous envahirons la Pologne. Parce que j'ai raté mes écoles les Beaux-Arts. Non, mais c'est François Bayrou, par exemple. Lui, moi, je pense qu'il va tenir jusqu'au bout. Peut-être que je me trompe. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est la voiture avec le petit bleu, blanc, rouge. Il veut rester là. Et il sera prêt à toutes les concessions possibles pour pouvoir rester. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de conviction. En même temps, il y a des gens qui ont des convictions et qui me font peur aussi. Parce qu'ils ont des convictions très radicales. Non, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on va parler, par exemple, de la LFI et de la gauche, et surtout de la LFI qui demande la 6e République, c'est-à-dire une république clairement parlementaire. Est-ce que ça s'entend on me connaît et qui est clairement qui est incapable de discuter avec qui que ce soit. Dans tous les régimes parlementaires, vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez n'importe où, en Belgique, il faut avoir la plus grosse coalition pour gouverner. Aujourd'hui, si on veut parler de national, LFI n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, est représenté par 70 députés, LFI, sur 500, un petit peu plus de 500, et ils disent on va appliquer 100% de notre programme. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait du parlementarisme. Le parlementarisme, c'est, voilà, on va faire une coalition la plus grande pour pouvoir mettre en avant nos idées et appliquer nos idées. Ils sont même pas capables de le faire. Si vous voyez en Espagne... J'aime bien le contraste entre nos idées et notre programme. Oui. C'est intéressant, mais je trouve, comme contraste. Regardez en Espagne. Est-ce que vous avez entendu une personne de gauche dire en Espagne que la nomination de Pedro Sánchez était totalement antidémocratique parce qu'il était arrivé second de l'élection législative espagnole? L'Espagne n'est pas un pays centraliste. C'est là aussi où c'est intéressant. Oui, c'est une démocratie. Mais clairement, Pedro Sánchez, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir. Si ça soit pas, s'il est Sánchez. C'est ça. Il prend un petit tabouret. Mais, sincèrement, il constitue une coalition qui va devenir majoritaire, et là, il gouverne. Personne n'a dit que c'était un déni de démocratie. En France, on veut un régime parlementariste, mais on n'accepte pas les règles du régime parlementariste. Pour en revenir à l'Union. Oui. Alors l'Union, vue de l'extérieur, vue de Toulouse, moi même si j'ai bossé un peu par moment à l'Union, il y a des villes comme ça, l'Union, Tournefeuille et tout, ça me fait un effet de villes un peu vides, de cités dortoirs, où en fait, voilà, il y a surtout des herbuciens qui dorment, qui mangent, qui à la limite mettent leurs gamins à l'école, vont faire les courses dans les commerces locaux, encore c'est pas sûr, et qui les week-ends, plutôt que de faire vivre la ville, ont les moyens, donc se barrent l'été à la plage, l'hiver à la montagne, venir nous piquer nos champignons en notre neige en Ariège, voilà, ça c'est dit. Est-ce que ce que je dis, je fais exprès de jouer un peu, de grossir le trait, est-ce que ce que je dis est cliché ou est-ce que c'est la réalité? Alors, ce que vous dites est un peu cliché, parce que clairement c'est moins la ville dortoir je suis né à l'Union, hein, donc l'Union je connais, je suis un de ceux qui ont pu naître à l'Union, dans l'ancienne clinique de l'Union. Maintenant il n'y a plus d'Unionnais, étant donné qu'on est à Saint-Jean. Vous voyez, c'est terrible, dès qu'on passe le panneau, on est plus pareil. et clairement, l'Union Ville Dortoir, oui, c'était à l'époque, oui, l'Union Ville Dortoir. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins, les gens restent sur l'Union. Pourquoi? Parce qu'ils ont vieilli, puisque c'est une population de propriétaires, de gens qui ont acheté dans les années 80 et qui ont vieilli, donc ils restent sur l'Union. Pourquoi ils vont sur Toulouse? Parce que niveau culture à l'Union, vous prenez ce qui est proposé. Sincèrement, je suis désolé de le dire. Hein. C'est pas la fête au village. Ça fait. Alors, je suis désolé de le dire comme ça. Ça fait bander personne. Hein. Pourtant, vous avez un lieu. On peut le dire. Pourtant, vous avez un lieu assez magnifique où il y a eu quand même une programmation assez costaud à un moment donné, qui est la grande halle de l'Union. Et oui. Il se passe quoi là? Rien. Ben, je vous le dis, rien. Là, aujourd'hui, la grande halle de l'Union, on a eu le fameux bilan de mi-mandat, où on a eu le bilan culturel. D'accord?
avec 4000 personnes qui ont assisté aux événements culturels de la ville de l'Union. D'accord ? Ça fait à peu près 200 personnes en moyenne par événement. D'accord ? 200 personnes pour une ville de 12 000. Et que personne ne se pose la question pourquoi on n'a que 200 personnes sur une grande halle qui peut en atteindre 1005. Là, il y a quand même un problème. Et là, je reviens sur l'idéologie, notamment sur l'Union, c'est-à-dire qu'on fait des spectacles pour les copains. Des spectacles parce que on pense que la culture ne peut être que telle ou telle chose. On ne fait pas de la culture populaire à l'Union. À une époque, alors oui, c'était sincèrement, malheureusement, c'était la municipalité d'avant, hein, c'était la municipalité de Monsieur Beynet, mais la grande halle, elle était pleine. Mais elle était pleine avec Daniel Guichard. Sincèrement, j'aime bien Daniel Guichard. J'adore particulièrement Daniel Guichard. En plus, il peut se garer avec le camping-car. J'aime bien Daniel Guichard. C'est pas un artiste local, mais qui a besoin de se développer, qui a besoin voilà. Mais on adore Daniel Guichard, si jamais il nous regarde. Non, mais sincèrement, on ne fait pas des choses... et c'est pas vulgaire de masse, c'est-à-dire que on va pas intéresser le barbecue avec Patrick Sébastien, ça intéresse pas la municipalité. Et on adore Patrick Sébastien. Ça vous amènerait. Là, la grande halle, je peux vous assurer qu'elle est pleine. Hein. J'ai mon ami Gilles Joviado qui est maire de Buzet. Il y a plus d'activités à Buzet, il y a plus de vie à Buzet qu'à l'Union. Ouais. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs salles à l'Union. Il y a la Grande Halle, il y a moi pour avoir bossé avec eux, il y a la MJC qui fait un travail assez énorme. Qui fait un travail extraordinaire. Il y a le cinéma Le Lumière. Il y a la rue, il y a le cours, il y a non, et puis en plus, il y a des spectacles vivants dans la rue. Et puis en plus, c'est un besoin qu'il pourrait y avoir. Allez, j'ai encore me faire des copains, mais quand on voit que la municipalité toulousaine, la culture, elle est en train de la vendre de plus en plus au privé, que tous les petits lieux de concert ont été fermés. Si on regarde, à part le bijou, où c'est super compliqué de rentrer, parce que voilà, élus, à part le bikini, mais le bikini, faut réserver 1 an et demi à l'avance, et voilà. Louer une salle, c'est cher, donc l'Union aurait peut-être un rôle à jouer justement là-dessus, par rapport à la scène toulousaine qui est riche, on peut le voir grâce à nos collègues de Regard, et on en parlera tout à l'heure dans Culturez-vous, t'as vu ce sens de la transition. Oui, je vois, j'observe. Mais voilà, il y aurait quelque chose à faire. Quoi. Après tout ce qui se fait clairement, les choses d'envergure, entre guillemets, se fait grâce à Toulouse Métropole. Et ils sont bien gentils, Toulouse Métropole, de nous le donner à l'Union, parce qu'il faut savoir quand même que le maire de l'Union, c'est le seul... Nous sommes la seule ville à ne pas avoir signé le pacte de gouvernance avec Jean-Louis Moudenc. On est Astérix. Donc, si la métropole voulait dire tout simplement parce que le Marc Perret, le maire de l'Union, a, comme aux dernières municipales, a qu'une vue, c'est la présidence de Toulouse Métropole. Il a créé Archipel Citoyen pour ça. Et c'est son objectif. C'est pas être maire de l'Union. Il veut être maire. Il est obligé de passer par être maire de l'Union pour être président de Toulouse Métropole. Ça, c'est son rêve absolu. Beaucoup le font, beaucoup d'élus, justement, qui deviennent maire de ville pour ensuite devenir ministre, premier ministre oui, aussi. Quand on voit si Marc Perret nous écoute d'ailleurs, on l'invite quand tu veux à venir exercer son droit de réponse sur Toulouse. Avec plaisir. On diffusera du Pierre Perret, même si pardon, c'est moi. On diffusera du Pierre Perret. Non, mais après, voilà, c'est l'Union aujourd'hui manque de dynamisme, clairement. Il faut remettre du dynamisme. Il faut remettre de la politique au plus proche des gens. C'est pour ça que ce que je propose sur cette année de campagne, c'est d'arriver en campagne, on va créer des choses. On va faire des choses que la municipalité ne fait pas. On a commencé, il y a eu le 32e de finale entre Monaco et l'Union, au Stadium. Ça arrive pas tous les ans, quand même, clairement. Je pense que on l'a vu, et j'espère le revoir un jour, mais je pense pas que ce soit l'année prochaine. Je l'espère pour eux, mais je pense pas que ce soit l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, ben voilà, on a appelé la mairie de Saint-Jean, j'ai appelé le Secours populaire de l'Union, et avec une entreprise, on a offert 40 places
au Secours populaire de l'Union et au CCAS de Saint-Jean, parce que c'était le 22 décembre et qu'on avait envie que des gamins qui ne pouvaient pas aller voir ce match, puissent voir ce match. On l'a pas mis sur les réseaux sociaux, on n'a pas mis, mais on l'a fait. On l'a fait. On va créer des événements qui n'existent pas sur l'Union, clairement. On va essayer d'amener quelque chose. Ce que je ne veux pas, et ce que nous ne voulons pas, dans la liste que je vais conduire, c'est arriver aux élections municipales, les mains dans les poches, en disant ce qui a été fait n'était pas bien, sans avoir essayé nous-mêmes, avec nos moyens, parce qu'on n'aura pas les moyens de la municipalité, ça forcément, mais avec nos moyens, d'essayer d'améliorer la vie des Unionnais. Des repas solidaires, mais faire quelque chose. Ne pas arriver en disant ce qui a été fait, c'était pas bien. Oui, et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Rien. En gros, partir sur un mouvement populaire. Ça fera un bon nom, ça, l'Union pour un mouvement populaire. Non, pour une liste. Non, ça va s'appeler l'Union au cœur. Voilà. Oui. Oui. Est-ce que vous sentez, parce que ça fait longtemps que vous êtes à l'Union, vous avez été conseiller municipal, maintenant candidat, là pour parler plus largement, comme personnalité politique, comme il dirait là-haut à Paris, provincial, voilà. Un petit élu de province. C'est comme ça qu'il dit. Il ne faut pas oublier que, comme le disent nos amis des Moresques, un très bon groupe que vous pouvez chez écouter. Nous, c'est pas Sud de France, chez nous, c'est Nord de Méditerranée. Celle-là, et j'ai oublié, province veut dire territoire vaincu. Oui, n'oublie pas que province veut dire territoire vaincu. Il ne faut pas l'oublier. Vous vous sentez assez considéré quand même? Est-ce que vous sentez que l'État, qui est l'État-providence en France... La République, c'est moi. Non, c'est pas ça. Pardon. Vous considère vraiment ou écoute pas trop les remontées? Je pense sincèrement que les remontées du terrain ne sont pas entendues et écoutées, clairement. On le sait en matière de participation, hormis les dernières élections législatives, la participation se fait sur la présidentielle et sur les municipales. Tout le reste, c'est du... problème d'éducation politique aussi. Voilà, problème d'éducation politique. Mais le maire reste quand même la première marche de la République et celui qu'on voit au marché, celui qu'on peut accoster. Celui qui a porté de gifles. Celui qui a porté de gifles, par exemple. Mais au moins, il y a cette remontée. Le problème, c'est que on va parler peut-être du cumul des mandats. Ce cumul des mandats où on avait les députés maires, où quand ils rentraient chez eux, même s'ils étaient députés, ils étaient à portée de gifle de n'importe qui sur le marché. À l'Assemblée, forcément, on prenait position pour le territoire. Là, aujourd'hui, on a des élus qui sont complètement déconnectés du terrain. Il faut dire ce qui est, ils sont totalement déconnectés. Ils ne sont que députés. Moi, j'avoue, j'aimais bien les députés maires. Ils ne sont que députés. Voilà. Ça, je pense que c'est un problème. Et est-ce que l'État central jacobin que l'on a en France se soucie des remontées du Salon des maires de France ou de l'Association des maires de France? Sincèrement, il pourrait peut-être mettre un maire à Matignon. Comme ça, peut-être ça pourrait. Non, je sais pas, c'est une idée. C'est un qui prenait beaucoup, et pourtant on sait que voilà, j'ai une réputation. Voilà. Mais c'était François Mitterrand qui, je le sais par Didier Cugive notamment, que j'embrasse, qui doit être en Argentine à l'heure actuelle, qui recevait justement des élus de toutes petites communes une fois par an pour tâter un petit peu le queue des vaches et savoir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir potentiellement... Après, ce qu'il a fait ou pas, je ne sais pas. Mais ça a été fait. Pourquoi? Parce que ça a été un élu territorial, ça a été un élu national. Oui. Il avait cette culture du terroir. Il a cette culture du terroir. Chirac avait la même. Voilà, Chirac avait la même. C'est-à-dire que ils savaient ce que les gens pouvaient vivre. Là, aujourd'hui, on a sincèrement, si vous regardez les gens qui sont députés, sincèrement, soit ils sont en dehors, totalement hors sol, avec des discours totalement délirants. Et voilà, c'est clairement, ils n'ont pas la réalité.
Ils sont pas à portée de gifle. Voilà. Je conclurai par une citation que j'aime beaucoup, qui est tombée le mois dernier, en janvier, de la voix d'une ministre, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui s'est quand même permis de dire, oui, non, mais on peut très bien accéder à un ministère, savoir les compétences qui vont avec le ministère. C'est le problème. Moi, ça me fait penser à chaque fois, tu sais, à La Cité de la Peur, le film des nuls, quand ils attrapent Chabat au début, qui font, vous connaissez Cannes? Ouais, j'y étais en colo quand j'étais petit, je savais que vous étiez l'homme de la situation. C'est un peu ça, quoi. C'est ça. Après, un politique, on demande beaucoup à la classe politique, que ce soit nationale ou et surtout locale, parce qu'on leur demande d'avoir un avis sur tout, de connaître absolument tout. Enfin, il y en a, ils ont surtout un avis. Hein. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est qu'on ne peut pas avoir un avis sur tout, et on ne peut pas tout connaître. Et on vous demande de répondre dans un marché. Vous avez vu ça, qu'est-ce que vous feriez vous? Là, aujourd'hui, maintenant, j'en sais rien parce que je connais pas le dossier, j'ai pas vu les tenants et les aboutissants. Vous voyez, le grand truc de la municipalité de l'Union, c'est le petit péage de l'Union. Tout le monde sait que c'est une connerie monumentale de l'enlever, étant donné que tout le monde va s'engouffrer dans une rocade qui est déjà saturée. Au bout d'un moment, on va arrêter. Nicolas Coste, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, candidat pour la mairie de l'Union en 2026. En 2026, merci à vous de votre invitation. Et on passe à la suite dans Toulouse et vous. Et dans Toulouse et vous, on parle sortie avec Léo Harry de Pinkin. Bonjour. Oui, parce qu'à Toulouse, quand on veut trinquer, on dit chin-chin. Quand on veut sortir, on dit Pinkin. Oh là là. À chaque fois, ça m'a mis des frissons. Jeu de mots, maître Capillo. J'ai des frissons. Très très bon. Salut les gars, vous allez bien? Salut, ça va, tranquillou bilou. Alors, semaine de sortie pas trop fatigante? Si, c'est épuisant. C'est un rythme épuisant. Mais t'es en forme quand même pour la suite? Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Alors là, on commence un mercredi. Pourquoi mercredi? Parce que ce mercredi-là, au Bikini, il y a un gros concert de rap avec NASA et Daddy. Donc il y a Daddy en première partie de NASA. NASA, je sais même pas si je dois le présenter. Faut pas y aller, la NASA, ils font croire qu'ils ont été dans l'espace alors que c'est pas vrai, que la Terre elle est plate. Tu l'as cherché, hein. Lui, NASA, pour le coup, il a envoyé des gens dans l'espace, je pense. C'est plus de 4 millions d'auditeurs par mois et des titres qui cumulent des millions de streams. Et Daddy, lui, c'est un jeune rappeur de 22 ans qui a été révélé par sa participation à la 3e saison de Nouvelle École. Et donc ce mercredi, sur une seule soirée, vous avez deux gros artistes rap. Donc voilà, c'est quand même à ne pas louper. Et vous avez encore des places disponibles sur la billetterie directement du Bikini. Ouais, puis en plus, il y a l'ambiance du Bikini. Bon là, vous pouvez pas profiter de la piscine. On vous déconseille vu la saison. Sauf si vous êtes un peu fou. Mais par contre, on vous conseille le resto du Bikini. D'ailleurs, on embrasse Hervé, Fabi et toute l'équipe du Bikini. Et tous les chats du Bikini. Et on vous racontera dans un prochain épisode pourquoi. Voilà. Donc il faut suivre. Après le Bikini. Après le Bikini, donc là sur la même semaine, cette fois-ci en fin de semaine, on a un carnaval antillais organisé par BKM, l'incroyable carnaval de BKM, qui aura lieu du coup sur tous les week-ends, le 7, 8 et 9 février. Pour cette occasion, l'orga antillais de Toulouse a réservé quasiment tout le complexe. Donc ça regroupe l'Arena, le Nine Club et le Zapata. Et ça sera plein, à mon avis. Et en fait, chaque année, il cartonne. Donc en plus ça monte de plus en plus d'année en année. Donc vraiment prenez vos places à l'avance si vous êtes dans ces styles de musique là. Donc on parle afro-caribéen, chata, dancehall, urbain aussi. On est sur ces thèmes de musique. Si tu aimes bouger ton booty, c'est l'endroit où il faut aller. Exactement. Ou si tu aimes regarder les gens qui bougent leur booty. Ouais, c'est moi ça. C'est toi ça. Avec un cocktail, avec un regard assez désagréable à ne pas reproduire. Évidemment. Bien évidemment. Les places, on peut les choper sur Pinkin ou il faut aller directement sur le Pinkin. site. Sur Pinkin, nous, en fait, il faut savoir que sur l'application, on redirige vers toutes les billetteries. Ouais. Donc en plus d'avoir la description de l'événement et surtout de voir tous les événements qu'il y a, en un clic, tu as accès directement à la billetterie. Tu peux prendre ton billet sur leur plateforme de billetterie. Mais c'est parfait, s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Ils existent, il faut les télécharger. Exactement. Et donc là, je reviens sur cet événement de carnaval antillais. Chaque soir, un univers et une tête d'affiche. Par exemple, le vendredi, c'est le showcase de Joey Dwight Filet. Le samedi, un showcase en exclu de Little Boy. Et enfin, le dimanche, c'est une ambiance brésilienne, là,
Carnaval do Brasil. Carnaval do Brasil. Là, tu peux te poser avec ton verre et profiter de la soirée. Ah ouais. De toute façon, à mon avis, si tu enchaînes les 3 soirs de carnaval, même si t'aimes danser, je pense qu'en effet, le dernier soir, t'es posé avec ton verre, voire t'es posé avec un verre d'eau et de la Cossette Zère dedans, et voilà, et tu te remets, je pense. Et donc, ouais, en plus, comme tu dis, c'est vraiment pour le coup un festival. Donc, tu peux prendre soir par soir dans la billetterie, mais tu peux prendre aussi, du coup, pour les 3 soirs. Et forcément, tu as un tarif plus avantageux. Donc, ça se présente vraiment comme un festival. Oui, et puis comme tu sais, à mon avis, connaissant les méthodes faites antillaises, doit y avoir du food truck et de la nourriture antillaise, et voilà, et ça déchire. Ouais, bon, après, ouais, vraiment, tu as tout sur place. Donc, si tu veux te prendre ta tente ou dormir dans ta voiture, tu finis en PLS post tes lundi et mardi qui suivent, je pense, de congé. Mais tu as de quoi faire sur le complexe sur les 3 jours, ouais. Oui. Ouais, ceci dit, planter la tente en cette saison, faut boire quoi qu'on marque. Après quelques rhums, je pense que t'as plus froid. Tu peux planter ta tente. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tout à fait. On peut faire la fête sans boire. Voilà. C'est possible. Respecter le dry January. On peut aussi boire sans faire la fête ? Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Le dry February, pardon. Et donc du coup pour les billets on l'a dit directement sur les réseaux sociaux ou sur Pinkin. Ou sur Pinkin, tout à fait. Non, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, vous allez sur Pinkin. Bien tout. dit. C'est un ordre. Télécharger l'application, c'est rien à faire. Et enfin on passe au samedi 15 février. Donc là on part au Bikini avec une soirée encore organisée par Regards. On la prononce comment d'ailleurs ? On fait les Anglais ou on reste toulousain ? Regards, from San Francisco. Mina. Ouais. Mina. Qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure. Exactement, bien sûr. On va parler musique électronique et violoncelle, si je me souviens bien. Tu prends des risques. Je ne sais plus. Je te laisse tout seul prendre des risques. Des merdes. Bon, enfin, on va parler musique. On parlera musique. Donc là, on sera sur une soirée drum and bass sur le 15 février, le samedi 15 février au Bikini. Une soirée organisée par Regards avec des grosses têtes d'affiche dans le milieu drum and bass. Black Sun Empire, pionnier de la drum and bass sombre. Et Ed Rush, légende de la drum and bass et co-créateur de l'album révolutionnaire Wormwall. Je suis pas sûr que la prononciation soit correcte, mais les puristes risquent de sauter au plafond quand ils vont entendre mon accent. On soutient tourner avec toi. Là aussi, vous trouverez plus d'infos. Là, cette fois-ci, c'est sur le site de Regards. On peut inviter les gens à aller découvrir le site de Regards aussi parce qu'il y a tous les événements et beaucoup de détails sur leurs événements aussi. Yes. In Regards with Pinkin. Yes. On peut aller au States, c'est bon chose. And Brian is in the kitchen. And Toulouse-vous, comme vous dites en français. Yeah. Voilà messieurs, c'était les événements à venir sur les 2 prochaines semaines. Vous avez de quoi faire. Là encore, donc on a parlé d'une soirée drum and bass, on a parlé d'une soirée, d'un festival entier avec du chata, de la dancehall, du caraïbéen, de l'afro, et on a aussi parlé rap avec les concerts de NASA et Daddy le mercredi 7 février. Et si vous voulez voir plus si d'événements, vous trouvez pas d'autre chose, si vous trouvez pas votre bonheur, allez sur Pinkin. Vous pouvez le télécharger, et il y a même sur Pinkin, il y a du merch. Oui. Le merchandising de chez Pinkin. On a la casquette merchandising et les of Pinkin. C'est vrai. On parle américain. Quand on parle américain, on veut parler américain. C'est comme ça, on veut parler américain. Non, mais je respecte. Je me préparerai plus la prochaine fois, du coup. Voilà. Yes. Je vais réviser un peu. Écoute, merci Léo. On rappelle Pinkin qui peut se télécharger sur toutes les plateformes, que ça soit iOS, Android, et les autres. Google Store, voilà, la Française des stores, tout ça, machin. Voilà. Store et fenêtre. Voilà. Merci beaucoup Léo d'avoir été avec nous. Et à bientôt. Merci à vous les gars. On continue avec la suite de Toulouse-vous. Et nous parlons business, entreprise, comme dans chaque épisode de Toulouse et vous, et en plus un sujet qui me touche particulièrement. Nous avons avec nous Maxime Gault, conseiller immobilier, responsable du développement commercial de l'agence du Thor. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va vous ? Oui, ça va, merci de m'accueillir. Tu noteras même, Alex, qu'on suit un fil rouge, parce qu'on parlait lors de la dernière émission avec la CPME de l'importance du réseautage. Maxime, il est pas tombé chez nous par hasard, il nous a été envoyé par l'amie Virginie. De J'ai votre solution. De J'ai votre solution, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs aussi une interview sur l'un des précédents épisodes de Toulouse et vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, abonnez-vous à la page YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
De devenir influenceur. Voilà. Ça. Alors, conseiller immobilier, pouvez-vous vous présenter, parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé jusqu'au métier de l'immobilier? Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier. C'est vrai qu'au début, c'est un milieu que je connaissais absolument pas. J'ai débarqué totalement par hasard. Je suis arrivé en tant que stagiaire. Voilà. Okay. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai gravi les paliers. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis responsable commercial, donc je m'occupe de l'ensemble de la partie commerciale au sein de l'agence, donc la location et la transaction. Et j'ai commencé par la location pendant quelques années. Et maintenant, voilà, je fais la transaction également. Et c'est vrai que voilà, j'ai débarqué un petit peu par hasard dans ce milieu et c'est devenu totalement ma passion maintenant. Alors, une entreprise, on dit que c'est une maison, une agence immobilière aussi. Pouvez-vous nous parler de cette agence du Thor? Alors, l'agence du Thor, elle a plus de 60 ans d'existence. On est implanté sur le plan local depuis très longtemps. Ça fait plus de 60 ans qu'on est là. On a été... Vous faites pas votre âge. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc, on assure le service de location, transaction et gestion. Voilà, on fait aussi la gestion de biens. Et ça fait de nombreuses années que nous sommes présents. Alors vous disiez, vous avez 10 ans d'expérience. Bon, l'immobilier, c'est un métier. On a l'impression ces temps-ci que justement, un peu comme on en parlait lors de la dernière émission, où tout le monde dit, ça cherche de la restauration, allez faire serveur, alors que c'est un vrai métier. On a l'impression que l'immobilier, il y a un peu une arnaque qui est en train de se monter par certaines, on va pas dire agences, mais certains gros groupes qui disent aux gens, mais vous avez pas de travail, faites de l'immobilier. Forcément, l'immobilier, c'est facile à faire. Voilà. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou pas? Alors, l'immobilier, c'est un vrai métier, ça c'est certain. Il faut se former, voilà, ça c'est hyper important. Faut pas partir comme ça là. C'est pas juste parce qu'on est bon au Monopoly qu'on peut. Voilà, on peut être à l'aise à l'oral, savoir bien s'exprimer, être à l'aise avec les gens, mais c'est aussi des connaissances juridiques qui sont hyper importantes avant de se lancer. Et après, bon voilà, moi mon parcours, voilà, je me suis formé, j'ai gravi les étapes petit à petit, c'est hyper important. Voilà. Il faut aussi avoir la confiance de son agence pour évoluer. Mais oui, c'est un vrai métier. Voilà, faut pas se lancer à l'abordage et prétendre tout savoir au bout de 6 mois. Voilà, on n'est pas agent immobilier. Et puis même avec l'expérience. Moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience, mais on connaît pas tout. Il faut continuer à évoluer avec l'aspect juridique dans l'immobilier qui évolue régulièrement. Ah, c'est très important. C'est que c'est un métier, une des professions les plus réglementées de France. C'est tellement important. C'est le projet d'une vie. Il y a une responsabilité quand on est conseiller immobilier, agent immobilier, qu'on est dans ce métier-là. C'est une responsabilité énorme. On ne dit pas assez souvent, je trouve. Bien sûr. Et puis bon, les personnes nous confient leurs biens, le bien d'une vie parfois. Donc on a une lourde responsabilité. Et puis bon voilà, certains aussi ont un patrimoine important, ils nous confient leurs biens, il faut pouvoir assurer et leur apporter un service de qualité. Et dans ce métier, c'est vrai que durer, c'est très important et ça montre aussi un savoir-faire d'une agence. Et alors 10 ans, la conjoncture, j'ai toujours entendu parler de la conjoncture. La conjoncture change. Actuellement, on est comment? Par les taux d'usure, ce genre de choses, peut-être l'expliquer un petit peu ceux qui nous écoutent. Toulouse reste attractif en immobilier déjà, ça reste une valeur sûre. L'hypercentre de Toulouse reste une valeur sûre. Après, les 2 dernières années resteront pas dans les annales. C'est sûr, sur la transaction, c'est compliqué. Après, nous, c'est vrai qu'à titre personnel, là, depuis début octobre, on a acté 10 ventes. Donc, on sent quand même qu'il y a un frémissement sur le marché, qu'il se passe quelque chose. Les taux d'emprunt commencent un peu à diminuer au fur et à mesure. Donc, c'est des bons signaux. Mais il faut que cette reprise elle soit durable. Que sur le plan politique, ça puisse aussi se stabiliser, mais il n'y a pas de raison que 2025 soit pas une opportunité pour les investisseurs. Il y a la problématique du taux d'emprunt et puis il y a aussi la problématique de la capacité d'emprunt. Moi, j'en parlais récemment avec un banquier, il m'expliquait, par exemple, pour un travailleur en CDI, avant d'accorder un prêt, ils vont retourner 6 mois en arrière. Pour un travailleur indépendant, par exemple, c'est 2 ans en arrière pour vérifier. Donc, il y a aussi une difficulté pour accéder à l'emprunt, pour pouvoir accéder à la propriété, quelque part. Ah oui, aujourd'hui, les banques, forcément, elles sont plus rigides. Le contexte, il est compliqué. Mais bon, voilà, on voit quand même depuis quelques mois, voilà, depuis septembre, je dirais, septembre 2024, on voit que les banques sont un peu plus ouvertes pour les conditions de crédit. Voilà. Après, c'est sûr que les indépendants, c'est un peu plus compliqué, on le sait. Mais voilà, il y a quand même des signaux positifs, je trouve, depuis quelques mois. Il faut que ça dure. En tout cas, on l'espère sur 2025.
On a parlé du côté technique, Alex, tu le soulignais, c'est une profession qui est très réglementée où justement, faut connaître justement précisément la loi, faut être en mesure d'évaluer aussi un bien correctement et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté qu'il faut pas oublier, c'est le côté humain. Parce que vous le disiez, vous accompagnez des projets de vie. En même temps, vous devez vous retrouver à des moments, des personnes qui perdent un être cher et qui peuvent pas garder la maison et que ça déchire de s'en séparer, à des gens qui connaissent des problèmes dans la vie, qui perdent un emploi et font que ils sont obligés de revendre leur maison parce qu'ils peuvent plus assumer les charges. C'est facile tous les jours, ça. Ce côté-là, il est beaucoup présent dans votre profession. Énormément. C'est vrai qu'on rentre dans la vie des gens. Ça, c'est indéniable. Que ça soit la petite mamie qui nous confie son immeuble qu'elle a depuis des années, qu'elle a essayé au fur et à mesure des générations d'avoir une gestion qui soit efficace et la plus tranquille possible. Ou effectivement, les aléas de la vie qui font que, parfois on est amené à accompagner des personnes dans des contextes qui sont compliqués. C'est pas toujours facile. Voilà, je pense qu'il faut être prêt aussi à ça. C'est hyper important. L'aspect humain, de toute façon, aujourd'hui, il est hyper important. Aujourd'hui, je pense que au-delà d'une agence immobilière, les gens, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est d'avoir de l'humain, quelqu'un avec qui on peut se confier, avoir une relation de confiance. Je pense que c'est hyper important. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a duré, nous, au fil du temps. On s'est adapté à la concurrence, au marché aussi qui a évolué. Et c'est vrai que les personnes qui nous confient parfois des histoires qui sont très dures. C'est pas toujours facile, mais avec l'expérience, on essaie d'y faire face. On peut rencontrer énormément dans ce métier-là. Des fois, c'est des choses drôles aussi. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà dans la vie arrivé des gens pour les choses drôles aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous propose un immeuble, un truc complètement fou à vendre, le truc le plus fou qu'on vous ait proposé? Alors, moi, ce qui m'est arrivé de drôle, c'est surtout pour les états des lieux. Voilà. Parce que moi, j'ai fait de la location pendant des années et je peux vous dire que j'ai vu des choses assez drôles. Des parts de pizza collées au plafond. J'ai vu des trucs hallucinants. Mais donc après, sur la vente, c'est plutôt des histoires qui sont plutôt confidentielles, des parcours de vie, etc. Mais sur la location, ça peut arriver d'avoir des moments assez drôles. Bon, la transaction, ça va reprendre. En tout cas, on espère mieux que ces 2 dernières années, effectivement. Puis il y a eu le Covid aussi, il y a eu des tas de choses qu'on fait crise mondiale, prêt bancaire, les taux énormes. La location, comment se porte la location? Je sais que ça peut être aussi parfois compliqué, mais bon, il y a souvent des solutions à les agences. Oui, alors la location, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver un logement, c'est le parcours du combattant. Nous, on le voit, c'est vrai que c'est assez énorme la demande qu'on a. Il y a énormément de demandes et très peu d'offres. Là, pour vous donner une idée, parfois, au bout de 3-4 jours, je peux avoir plus de 100 demandes sur un logement. Entre les mails, les appels, c'est assez hallucinant. Les gens, même quand je les rappelle, suite à une annonce pour laquelle ils m'ont contacté, me disent merci déjà de me rappeler. C'est assez énorme parce que des fois, on est totalement submergé par les demandes. C'est très compliqué. Mais après, le marché locatif est très tendu, surtout qu'il y a la loi climat et résilience là, qui vise à retirer les appartements classés G, les passoires thermiques, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Justement de ça, beaucoup de réglementation. Donc ça va pas améliorer les choses puisque ça représente à peu près 10% du parc locatif. Donc c'est sûr qu'on va enlever ces logements, c'est quand même assez énorme, même si ça part d'une bonne intention. Il faut aussi que ces logements-là puissent être isolés, être mis dans de bonnes conditions pour la location. Mais après, oui, c'est sûr que la location, c'est très tendu sur Toulouse. On a énormément de demandes. On est passé la 3e ville de France. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Le secteur aéronautique aussi qui est très compétitif. Donc ça fait beaucoup de monde. Et puis on en a parlé, les gens ont du mal aussi à acheter. Donc forcément, c'est des gens qu'après qu'on retrouve sur le marché de la location. Donc ça fait beaucoup de demandes. Oui, c'est les droits de succession des fois. C'est ça aussi la problématique. Justement, comme vous le disiez, c'est bien d'en finir avec les passoires thermiques et tout, mais il faut aussi que ça reste dans les moyens des gens. Très souvent, ils vont retaper des vieux quartiers en disant comme ça les gens auront des meilleures conditions de vie, mais le loyer va être augmenté et des fois multiplié par 2 et la personne pourra plus forcément se payer le loyer d'avant, quoi. Après, oui, les loyers sont en hausse. Autant les prix sur la transaction se sont stabilisés et même ont un peu baissé, ça s'est un peu réajusté. Autant sur la location, effectivement, les loyers sont de plus en plus chers. Ça, c'est une vraie réalité, même notamment les logements étudiants. Aujourd'hui, quand on est étudiant, pour se loger, c'est pas facile. Et surtout, Toulouse avait connu aussi cette crise pas mal. Elle s'en est pas remise, alors qu'il y a quasiment 25 ans. Quand AZF a explosé, il y a pas mal de logements qui se sont retrouvés sinistrés. C'est vrai qu'on s'était retrouvé avec un gros manque de logements à Toulouse. Et oui, je me souviens.
Je suis vieux, Alexandre. Avec toutes les restrictions, ça, pour en parler, réglementation, alors on les a notées, un DPE, passeport énergétique, mesures prises sur les locations Airbnb, fiscalité, les garanties de loyer impayés, les propriétaires qui doivent mettre à la location, c'est compliqué aussi. On parle beaucoup des gens qui louent, qui ont du mal à louer. Il y a aussi beaucoup de propriétaires, et là aussi, je peux en parler, où ça peut être aussi très compliqué parce qu'on imagine propriétaire, personne très riche, qui a de grandes propriétés, alors que des fois, c'est un appartement acheté il y a plusieurs années. Oui, c'est un placement. Voilà, c'est un vrai placement. Quels sont les retours que vous avez sur tout ça? Alors oui, les propriétaires, notamment les personnes âgées, ont des inquiétudes, forcément, parce que la législation, elle évolue, il y a des normes à respecter, et les gens, forcément, sont inquiets sur ça, et certaines personnes n'ont pas forcément les moyens de rénover ces appartements. Donc après, ça peut être aussi des opportunités derrière, puisque c'est des personnes qui vont vendre ces logements, et ça peut aussi être des opportunités pour des investisseurs ou des marchands de biens de pouvoir se positionner sur ces logements à des prix intéressants, et après voilà, ils vont les refaire, ils vont les mettre à louer, et après avoir une rentabilité intéressante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'être propriétaire, c'est des missions qui sont chronophages, qui sont parfois lourdes, notamment sur le plan fiscal, administratif. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui font appel à nous pour gérer leurs biens, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Ça reste et je le dis vraiment très objectivement, ça reste le mieux à faire. Voilà. Si demain je devais mettre en location mon appartement, je passerais forcément par une agence immobilière, parce que c'est beaucoup de réglementation, c'est beaucoup de choses à savoir. On ne peut pas être toujours sur place. L'agent immobilier, lui, peut se déplacer au moindre problème, parce qu'il est payé aussi pour ça, et parce qu'il peut avoir plusieurs biens sur le même endroit, donc il connaît très bien le secteur. Important aussi de choisir son agent immobilier, son conseiller commercial. Tu fais ça bien, tu n'as jamais songé à faire de l'immobilier? Non, mais c'est vrai, c'est très important. Et justement, quand j'en faisais, je disais à quel point c'était important. On me dit, oui, tu vends ton produit. Et j'ai dit, oui, mais je sais pourquoi je le fais. Voilà. Et comme c'est des métiers passion aussi, comme on en parlait sur d'autres émissions, c'est important, je pense, de le souligner. Donc, vous le recommandez aussi. C'est un métier passion, ça c'est sûr. Il faut aimer le contact humain, il faut... on en a parlé tout à l'heure, il faut se former, bien sûr, il faut avoir des connaissances juridiques assez importantes, mais c'est un métier, oui, moi, je suis arrivé totalement par hasard dans l'immobilier, et aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Je pourrais en parler très longtemps. Vous regardez aussi, dès que vous arrivez chez quelqu'un, peut-être les mètres carrés, combien ça vaut. Je sais qu'il y a on a des réflexes. Chez les amis, on a des réflexes des fois. Mais on leur dit, tu devrais plutôt aménager cette pièce comme ça. Est-ce que tu sais qu'elle est plus grande que ce que tu avais? En fait, on me demande beaucoup dans mon entourage, à chaque fois, dès qu'il y a une opération immobilière en vue, on veut toujours mon avis. Alors des fois, c'est de la pression, parce que les amis, des fois, il faut savoir bien conseiller. Mais oui, après, on a toujours ce côté-là. Exact. On a tendance à se dire, quand on lit les annonces posées par les agents immobiliers, qu'on voit appartement de charme dans un immeuble d'époque, qu'en général, ça veut dire baraque vétuste, où en général, va y avoir des courants d'air partout, le chauffe-eau va marcher un jour sur 3, le radiateur pareil, et l'immeuble est en train de se péter la gueule. C'est la réalité ou c'est un cliché ? Compliqué comme question. Après, forcément, il y a des annonces où, quand on arrive sur place, des fois, il peut y avoir un décalage entre le texte et la réalité. Mais après, voilà, en tant que professionnel de l'immobilier, que ce soit nous ou les confrères, à partir du moment où on s'occupe d'un appartement, on doit aussi veiller à son état, à voir s'il a été, au fur et à mesure, amélioré. Le but, c'est que le locataire il rentre dans de bonnes conditions. Voilà. Donc après, des annonces véreuses, malheureusement, il y en a, c'est une réalité. Mais chez les professionnels, c'est quand même des cas assez très très rares. Réglementé, et ça joue sur la réputation du conseiller immobilier et de l'agence par conséquent. Il vous arrive de refuser des missions qu'on vous confierait à la location ou à la vente, de dire non, là, je passe mon tour? Alors oui, pour diverses raisons. À la vente, ça peut être si le produit il est surévalué. Perdre du temps et s'occuper d'un appartement qui est hors marché, il n'y a aucun intérêt. Donc on dit, écoutez, tentez votre chance et on se revoit dans 6 mois si jamais c'est pas vendu, ça peut arriver. Après sur la location, il faut que forcément, on en a parlé du DPE tout à l'heure, il faut que l'appartement respecte les normes qu'on a évoquées. Oui, ça nous arrive de refuser. Oui, ça nous arrive de refuser. Nous, voilà, je veux dire, on privilégie la qualité à la quantité, brasser des appartements, il n'y a pas d'intérêt à ça. Aujourd'hui, si l'agence du Thor a une réputation qui fait qu'on a duré, que ça fait plus de 60 ans qu'on est là, c'est parce que voilà, on fait de la qualité et on privilégie vraiment des appartements où les locataires se sentent bien.
Et après, voilà, on a le retour positif des locataires. C'est ça qui aussi nous tire vers le haut au fur et à mesure. Très important, c'est ça. Ne pas avoir un gros portefeuille, mais avoir un bon portefeuille. C'est très important parce que c'est vrai que ça sert à rien de prendre plein de biens. De toute façon, à la fin, on touche, pour parler vraiment argent, on touche ce qu'on a vendu. Donc, si on le vend pas et qu'on le garde, plus là aussi, ça peut faire une mauvaise réputation, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'il a quand même ce bien immobilier, il doit pas être si bon que ça, alors qu'en vrai, la plupart du temps, c'est parce que les prix sont élevés, tout change, c'est assez compliqué. Est-ce que les gens, juste pour savoir, vous disiez, des fois vous leur dites, bon ben non, c'est surévalué, revenez dans 6 mois. Est-ce que les gens, ils arrivent à ravaler leur fierté, ils vous rappellent 6 mois après, ou est-ce qu'ils sont là, non, je vais y arriver sans lui, je suis meilleur? Parfois, ils nous rappellent 2 jours après. Parce que ça peut aussi mûrir et avoir une réflexion, avoir un déclic aussi. Après, voilà, le but c'est pas de laisser l'appartement sur le marché hyper longtemps, le griller. Il faut pas griller les étapes. Voilà, je pense que il y a un marché, faut le respecter. Et puis voilà, après les gens ou pas d'ailleurs, parfois certains ne reviennent jamais, mais ça peut créer un déclic. Je pense que ce discours de vérité, c'est aussi ça qui fait qu'on se différencie. Voilà, je pense qu'il faut être honnête avec les gens, ne pas leur vendre du rêve et avoir une vente efficace. Et alors pour terminer, j'ai 2 questions en une. On est à Toulouse, vous êtes toulousain. Ça s'entend d'ailleurs, je pense. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un quartier que vous affectionnez et notamment un quartier où vous êtes expert aussi immobilier? Parce que ça peut être des fois les deux, on apprécie tellement un quartier qu'on en devient un petit peu expert. Alors je dirais la place Saint-Cernin. Pour moi, c'est vraiment le cœur emblématique de cette ville. Je trouve la basilique incroyable, les travaux qu'ils ont fait dernièrement. Je sais pas si vous y êtes passé, là autour, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. J'y passe tous les jours pour aller à l'agence. Et c'est le logo de l'agence d'ailleurs. Donc je précise. Mais non, j'adore cette place-là. Et puis oui, on est énormément implanté dans ce quartier-là avec l'agence. Très bon choix. Maxime Gault, conseiller donc immobilier et responsable du développement commercial de l'agence du Thor. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à une très prochaine fois, en tout cas. Merci de votre accueil. Plus de biens à vendre et à louer aussi. Importe. Et nous, on passe à la suite. On passe à la suite dans Toulouse et vous. On parle culture maintenant avec Mina Fouard de Regard. Nous retrouvons notre rayon de soleil. Exact. Dans cette tempête. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Bonjour. Bonjour Mina, comment ça va? Ça va? Ça va bien, tu n'es toujours pas venue toute seule. Non, toujours pas. Aujourd'hui, je suis venue avec un jeune rappeur de 21 ans, originaire de l'Aude, qui s'appelle Yao. Bonjour. Alors, tu es tombé dans le rap très très petit? Assez jeune, oui. Je commençais à en écouter aux alentours de 9-10 ans, par le biais de mon frère, qui lui écoutait pas mal de rap, notamment parisien. Au début, ça partait plus de rap américain, etc., ce qui était un petit peu mainstream à ce moment-là. Et après, très vite, c'est passé du rap parisien, et c'est à ce moment-là que je commençais vraiment à accrocher le rap, ouais. J'ai vu que tu travaillais en studio avec ton frère. Ouais, c'est ça, C'est exactement. une histoire dans famille, la musique, ou c'est juste C'est un petit peu ça, en fait. Je travaille avec mon frère, du coup, Lissef, qui est un G-son aussi, et on imagine toutes les DA ensemble, etc. Donc c'est un peu une histoire de famille. Ouais, ma mère faisait de la guitare-voix, pas mal. Ma sœur, du coup, a repris ce truc de guitare-voix. Et mon frère et moi, on a toujours été passionnés par le rap, musique urbaine et tout ça. Donc on a commencé tous les deux à faire nos petits trucs de notre côté. Et là, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, on a dit pourquoi pas faire de la musique ensemble. Lui, il a commencé à venir habiter à Toulouse. Moi, j'y étais déjà depuis 1 an ou 2. Donc on a dit faisons de la musique ensemble. Et jamais eu envie de croiser les instruments, d'aller chercher du côté de ta sœur, de ta mère, de rajouter de l'instrument organique justement au son que tu as derrière? Si justement, en fait, j'ai quand même cette envie-là de rajouter un petit peu d'organique, rajouter plein de choses. J'ai fait un premier projet où pour moi j'avais besoin d'acquérir une certaine légitimité pour pouvoir ensuite inviter des gens qui ont du talent dans des instruments organiques. Moi, personnellement, j'y ai jamais mis les pieds. Enfin, j'ai pas joué, j'ai pas fait de solfège, j'ai pas fait de batterie ni de piano. C'est quelque chose qui m'attire, mais pour le moment, j'ai pas encore mis les pieds et j'ai envie de le faire, mais je pense que ça arrivera à un moment, ouais. Un kiff en particulier, un instrument en particulier que tu aimerais bien tenter, enfin, d'inclure dans ta musique? Ce que j'aimerais bien inclure, petite exclusivité, mais ce qui va être un petit peu présent dans le prochain projet, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est les cuivres. J'aime beaucoup les cuivres. Après, moi, je pense que si je viens jouer d'un instrument, ça sera peut-être pas la première chose que je viendrai toucher. Mais en tout cas, les sonorités, ouais, les cuivres. J'aime beaucoup les cuivres.
Ok. On va parler un petit peu du rap toulousain. On doit souvent en compagnie de la Maison Gali ou des projets Sphère, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de la génération actuelle des rappeurs toulousains ? Est-ce que tu ressens plutôt une certaine entraide ou au contraire une concurrence saine ou malsaine ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais qu'il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux dans le sens où il y a des gens, notamment, par exemple, Maison Gali, si je dois prendre un exemple d'ailleurs, SOAE, c'est vraiment les uns. Eux, c'est quelque chose où on s'est très vite, par le biais de Raoul, Antoine et Raoul ont fait vraiment les piliers pour dispatcher les collectifs, on va dire. Mais si je dois prendre cet exemple-là, ouais, en fait, on s'est directement très bien entendu, on savait où on voulait aller, enfin, on aime le bon rap, on aime faire de la musique, on aime les gens qui se prennent pas la tête et qui font de la musique parce qu'ils ont envie de faire de la musique. Et qu'il n'y a pas X ou Y raison de ne pas s'aimer ou de préjuger. Donc ça a directement marché. Il y a d'autres personnes avec qui j'ai moins ce feeling-là, et je sens qu'il y a peut-être un petit peu plus d'ego ou des trucs comme ça. Mais je ressens pas non plus que c'est très très présent dans l'univers toulousain, même si évidemment il y a certaines personnes, certains trucs où ils veulent peut-être être un peu plus de leur côté, et ce que j'entends tout à fait. Et peut-être que nous aussi, avec Maison Gali, et nous, de notre côté, les gens, ils nous voient peut-être un peu comme ça, mais je ne pense pas quand même. Je crois pas, non. C'est pas les échos que j'en ai. Non, ça m'étonnerait. Mais non, je le ressens pas énormément. Je trouve qu'il y a plus de bienveillance que de malveillance dans l'univers rap toulousain, en tout cas. Bah après, la concurrence, c'est pas forcément de la malveillance, ça peut être aussi une source de motivation, te dire, vas-y, eux, ils ont tombé 3 titres. C'est ça. Allez, nous, on en tombe 4. Évidemment, mais de toute façon, il y a toujours ce truc-là, et d'ailleurs, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a bien fité avec Maison Gali. C'est qu'en vrai, si on doit parler honnêtement, le but, c'était de se dire, je veux être le meilleur, donc il faut que je rappe avec les meilleurs. Et ça va être toujours ce truc de se confronter. C'est pour ça qu'on aime aussi les open mic, qu'on aime aussi aller rapper, aller se confronter toujours à meilleur que soi. Et je pense que c'est aussi ça qui nous fait évoluer. J'en parlais notamment avec Antoine hier, et je lui disais que, honnêtement, moi, c'est grâce à Maison Gali, c'est grâce à ODS que je suis allé, ou du moins je vais où j'ai envie d'aller, dans le sens où il y a toujours des gens pour élever le niveau. Et du coup, je suis obligé de me mettre à ce niveau-là. J'ai pas envie de paraître moins fort, même si c'est dans des rubriques différentes. Mais du coup, je pense que c'est ça. Et si on doit même parler d'autres mondes toulousains, il y a beaucoup de gens qui élèvent le niveau à Toulouse, qui font des trucs super innovantes, qui font des choses qu'on n'a pas vues, que ça soit juste dans le côté associatif ou juste dans le côté musical. Et je trouve ça trop bien. Et je pense que c'est grâce aussi à tous ces gens-là qui permettent que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui puisse faire de la bonne musique, quoi. Tu parlais du côté rap, justement, est-ce que tu as envie de rester que dans le côté rap ou de tester un mélange de styles ? Je vais m'expliquer, tu parlais par exemple du côté rap américain. Il y a pas longtemps, il y a un projet énorme qui s'est monté qui s'appelle Prophet of Rage, dans lequel on retrouve les icônes de Rage Against the Machine, plus le chanteur de Public Enemy de Cypress Hill. Il y avait eu des précédents avant, notamment Anthrax Cypress Hill sur Bring the Noise, Aerosmith qui se sont vus relancer par Run DMC et leur reprise de Walk This Way. T'as envie de te frotter à d'autres genres, d'aller mélanger ton rap avec d'autres genres ? Honnêtement, pour répondre rapidement, oui. Après, je vais creuser un petit peu plus. Il y a eu ce truc de... moi, en vrai, j'avais essayé pas mal de trucs à droite, à gauche, un petit peu tout, que ce soit autotune, que ce soit un truc un petit peu plus... avec des sonorités différentes. Mais il y a quand même un truc où je me suis dit, à un moment, je me considérais, c'était peut-être pas le cas, mais je me considérais moins fort que les autres, en tout cas que mon entourage en rap, et ça me plaisait pas. Je voulais être plus fort, enfin pas plus fort, mais je voulais être au niveau. Et du coup, j'ai vraiment fait rap. Et là, je considère que j'ai atteint un niveau qui est cool, même si je vais toujours continuer à évoluer, parce que le but, c'est que je recherche à être le meilleur dans ma discipline, on va dire. Mais évidemment, ouais, ça me tenterait. Du coup, maintenant que je considère que j'ai fait ce pas-là pour avoir le niveau que j'avais envie d'avoir, maintenant, j'ai envie d'aller peut-être découvrir d'autres choses. Ça sera peut-être pas ce que j'ai envie de faire, ou c'est pas des trucs peut-être qui sortiront, parce que ça correspondra peut-être pas à ma DA du moment. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie d'aller découvrir peut-être d'autres sonorités, aller voir si je suis capable aussi de faire autre chose. Il y a aussi une petite envie, c'est d'essayer de faire des sons, par exemple, autotunés. Ça, pour l'instant, je l'ai fait moi dans mes maquettes chez moi, mais je l'ai pas beaucoup fait. Et ça peut être pareil, ça peut aller faire de la bossa nova, du jazz. En fait, j'ai tout envie d'essayer. Maintenant, chaque chose en son temps. Et les opportunités, peut-être, feront aussi que je m'y mettrai les deux pieds dedans. Ouais. Le plus important pour toi, c'est quoi, le texte ou le flow ? C'est nouveau, c'est la nouvelle question 2025. Compliqué comme question, parce que
Un rappeur qui a beaucoup de flow mais qui a pas de texte, je me le prends pas. Un rappeur qui a beaucoup de texte mais qui a pas de flow, je me le prends pas non plus. Pourtant, il en existe pas mal. Je sais, ouais. Mais du coup, je dirais que maintenant, on a besoin de tout pour être bon. Mais le texte, c'est quand même, j'aime bien quand c'est bien écrit. Mais il y a des moments où je suis juste en soirée avec des potes et honnêtement, je m'en fous de savoir s'il dit ça ou il dit ça. Il y a des moments où je suis tout seul dans mon salon et là, par contre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il dit le mec ou la meuf en question. Et du coup, ouais, ça dépend des moments, je dirais. Si d'ailleurs, est-ce que tu as un morceau plaisir coupable? Parce que c'est toi J'ai qui abordes quelques le sujet. morceaux plaisir coupable. En vrai, la question, j'y ai réfléchi un petit peu avant. Je savais pas trop. Mais ça, c'est un truc que j'ai pas énormément écouté, mais que mon père écoutait un petit peu quand j'étais plus jeune. Il écoutait pas mal de Brassens. Et je trouve ça trop bien. En vrai, c'est pour ça que c'est même pas tant coupable. Parce que tout à l'heure, quand j'ai vu la question, j'ai réfléchissé et là, j'ai trouvé la réponse. Et je trouve ça vraiment cool. Et même, je pense que ça fait partie aussi peut-être des prémices aussi du fait que je rappe, l'écriture et tout ça. Je trouve que c'est des trucs qui sont très bien écrits, qui sont trop bien. Alors, je me l'écoute pas tous les jours, tous les mois. Mais quand je me l'écoute, ça me fait plaisir de l'écouter. Donc, ça se rappelle des trucs, quoi. Ouais. T'as même pas un petit Britney Spears, je sais pas, le rap de Samina Seri. Si, un petit Britney Spears, ça peut passer. Spears, je te parlais tout à l'heure, mais j'aime Toxic, c'est génial. Ce morceau est énorme, en fait. Vraiment. C'est vrai, j'avoue. Bon, laissons-la tranquille, la pauvre Britney. Dans l'épisode 4 de Sphère, t'as tourné dans la grotte des Demoiselles. Donc, oui, la grotte des Demoiselles. Pas très loin de Montpellier, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Pas loin de... 1h30. Comment ça s'appelle, ce LED? C'est à côté de l'Odève, je crois. Il me semble que c'est à côté de Saint-Bosile-du-Putois. Possible. Après Viol-le-Fort. Véridique. C'est possible aussi. Ouais. On a des noms de villes formidables. Ah non, mais j'avoue que niveau géographie, je sais pas du tout. En tout cas, la grotte est très jolie. Si tu devais faire un épisode dans un autre lieu insolite, t'aimerais faire ça où? Ah, intéressant. Moi, je pensais à quelque chose et ça pourrait être très très intéressant, ça pourrait être très joli d'avoir un cadre. Pas spécialement avec un monument historique ou quelque chose comme ça, mais un cadre peut-être très vaste et dans une montgolfière. Dans une montgolfière, ça pourrait être incroyable de faire un freestyle dans une montgolfière parce que t'as quand même ce truc où tu surplombes tout. C'est vrai que t'as pas le vertige. En plus de ça, t'as le côté vaste qui fait que c'est magnifique. Par contre, je pense que c'est très difficile étant donné que prendre une capte à son dans une montgolfière, je pense que c'est... Là, je suis en train de penser à notre ingé son qui doit s'ouvrir du truc. C'est ça, mais juste par rapport au visuel. Juste par rapport au visuel. Après, le concept a déjà été un petit peu fait. J'avais vu qu'il y avait des DJ qui l'avaient fait dans une montgolfière. Là, du coup, c'est vachement plus possible à le faire. Mais voilà, quelque chose comme ça. Ou peut-être juste sur une hauteur, un truc assez vaste, joli. Un truc, c'est sûr que ça change de la grotte, c'est pour le coup. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Est-ce qu'en ce moment tu regardes une série en particulier? Est-ce que tu pourrais nous conseiller un truc? Honnêtement, je suis pas trop cinéphile. Enfin, je me perds beaucoup sur YouTube. J'avoue, je me perds beaucoup sur YouTube. Ça peut être des vidéos des gens les plus connus comme des trucs que personne ne regarde. Mais je me perds beaucoup sur YouTube. Et après, sinon, en termes de séries, celle que je m'étais pris, celle qui m'a plus marqué, je pense, c'est Peaky Blinders, que j'ai trouvé trop bien. Et à ce moment-là où je me le suis pris, j'étais vraiment... J'aimais bien le délire. Après, ouais, je regarde pas énormément... Des fois, je regarde ce que ma copine regarde en travers, mais c'est pas trop non. Bah, ouais, c'est ça. Il nous reste 5 minutes, est-ce qu'on passerait pas au live? Si, un petit morceau. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Tu mets ton papa et ta maman. Elle te fait quoi, ta maman, à manger? Alors, je vais vous interpréter une exclusivité. Je croyais qu'il allait répondre. Ouais. Je vais vous interpréter une exclusivité qui est bientôt disponible, normalement. Alors, je sais pas quand est-ce que ça sortira, cette interview. Mais alors, soit ça sera déjà disponible depuis peu, ou sinon, ça arrivera très bientôt. Et il n'y a pas de nom. Parce que je n'ai pas de nom. Okay. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sans titre. C'est ça. Sans titre. Tout est bon pour moi. Y'a des choses des fois qui me paralysent, mais je regarde quand même tout droit sur la map. Moi j'ai la haine si je fais pas de rallye. De toute façon, être un fils de pute ça se banalise.
Ok, donc j'essaye de transformer mon temps en cash. Mais y a des gens qui veulent pas le comprendre. RAL, je prends pas la route que le patron prend. Yeah. Mais ces derniers temps c'est plutôt cool. Je consolide une équipe qui m'aidera à me sauver du naufrage si le bateau coule. Yeah. Mais en attendant faut faire le job. J'améliore mon état physique et mon cardio. Tout ça sans faire de jog. Le 16 mesures il fait 2 mètres. Il est chauve avec une grosse barbe. Il ressemble à un baqueux. Y'a au OG shit, je vérifie le backup. Cachemire, voiture de luxe, drogue, ici-bas tout ça achète. J'suis comme le mec au bout de la chaîne, comme le diamant autour de la chaîne. Cachemire, voiture de luxe, drogue, ici-bas tout ça achète. J'suis comme le mec au bout de la chaîne, comme le diamant autour de la... Je veux pas être comme un manager, c'est des joueurs de foot qui ont pas percé. Faut les épaules larges comme un nageur, la puissance physique d'un déménageur. Mais est-ce que ça suffira? Vers la côte ma barque elle vira. Mais la vie c'est pas GTA 5. T'es cané t'as pas vu le virage. J'ai la vision d'ensemble comme une sentinelle. Y'a que la haine que j'ai senti naître. Mais bon faut avancer dans la vie. Piscine sur le toit sans vis-à-vis. J'suis comme Hercule dans les 12 travaux. La bouteille bien vieillie dans le caveau. Chef de chantier comme Stavo. Dans le milieu j'suis en Louis Gustavo. Cachemire, voiture de luxe, drogue, ici-bas tout ça achète. Je suis comme le mec au bout de la chaîne, comme le diamant autour de la chaîne. Cachemire, voiture de luxe, drogue, ici-bas tout ça achète. Je suis comme le mec au bout de la chaîne, comme le diamant autour de la chaîne. Cachemire, voiture de luxe, drogue, ici-bas tout ça achète. Je suis comme le mec autour de la chaîne, comme le diamant au bout de la chaîne. Cachemire, voiture de luxe, drogue, ici-bas tout ça achète. Je suis comme le mec au bout de la chaîne, comme le diamant autour de la chaîne. Ok. Prod Jeune Tay, merci pour ce poulet. Bravo. Merci. Yao. Très très bon, j'adore. Merci. En plus, t'as un nouveau plan caméra là, tu verras. Incroyable exclusivité pour moi, merci. Très bien fait. Bien précisé. Si on veut t'écouter, où c'est qu'on te retrouve sur partout toutes les plateformes Ouais. Alors c'est souvent Yao en majuscule sur les plateformes. Si on veut plus facilement me trouver, parce que je suis pas encore très bien référencé sur YouTube, vous pouvez mettre Yao ODS ou Yao.ods, c'est un peu comme vous voulez. Après sur Instagram aussi, je poste du contenu. Des fois c'est un peu plus exclusif. Des fois il y a des petits visuels qu'il y a pas sur YouTube ou sur les plateformes. Donc ouais, sur Instagram Yao.ods aussi. Et voilà, on a fait à peu près le tour, je pense. Donc sur toutes les plateformes, Instagram et les clips aussi sur YouTube. En ce moment. Que du numérique ou t'as prévu des sorties en physique, du CD, Pour du l'instant, vinyle, pas de physique. Mais en ce moment, je suis en train de travailler un projet qui est beaucoup plus sérieux quand même que le premier. Le premier, c'était quand même une carte de visite. Donc je suis en train de travailler un projet bien plus sérieux. Donc là, on est dans la construction musicale vraiment. Mais quand on se penchera sur le côté marketing, communication, c'est possible qu'on fasse quelques disques en physique si les gens sont chauds d'avoir et acheter du physique à un prix raisonnable. Vinyle, CD, les deux? Je sais pas. Je pense vinyle CD pour commencer. Parce que c'est peut-être aussi plus simple de le faire et plus simple de le vendre aussi au début. Et si ça fonctionne... Des cassettes. Ou des cassettes. En vrai, cassettes, j'aime beaucoup le visuel. Ça revient vachement. C'est joli en plus. Mais ouais, je pense peut-être éventuellement CD et à voir. Après, on aimerait bien faire des t-shirts aussi à un moment. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le projet. On va d'abord finir le projet musicalement. C'est le plus important, je pense. Bien le construire, bien le finaliser, bien le rendre joli au visuel. Et après, si les gens aiment aussi, je vois que c'est bien de le faire, je le ferai, ouais. Envie de te frotter au live aussi? Ouais, carrément. Normalement, cette année, je vais pas vous dire de bêtises ou quoi que ce soit, mais je prends des pincettes. Mais normalement, cette année, on risque de tourner un petit peu plus. Donc normalement, vous pourrez me retrouver sur scène à Toulouse et éventuellement dans d'autres villes si j'ai l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, ouais, je vais essayer de me frotter vachement plus au live, essayer de faire bien plus de concerts et aussi, j'ai une envie particulière de faire un concert, mais pas juste avoir mes prods et rapper. Il y a quand même ce côté où il n'y a pas beaucoup non plus d'instruments sur mes morceaux. Du coup, il faut aussi à moi d'aller chercher que ce soit dans les habits ou juste dans ma manière d'être sur scène, quelque chose pour préparer un show à ma hauteur et avec les moyens que j'ai, quoi. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas.
Et on te retrouvera sur les scènes, plus grandes scènes, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Merci à Regard. C'est la fin de Toulouse et vous pour aujourd'hui. On est triste. On est triste, je sais. Pensez à vous abonner, à liker et puis à donner le nom du titre, tiens, si jamais en commentaire, n'hésitez pas. Donnez-moi le nom, merci. Exactement, merci à toute l'équipe. On remercie toute l'équipe de la Rec-Box. Exactement. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Toulouse et vous.